Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 10 de première spécialité en physique qui s'intitule donc Interaction, force et champ. Alors, interaction, ça veut dire que vous avez deux choses qui vont agir l'une sur l'autre, et donc la manière dont les choses vont agir l'une sur l'autre en physique, eh bien on va le modéliser par ce que l'on appelle des forces. Donc on comprend déjà deux termes de ce chapitre-là, et le troisième c'est le mot champ. Alors le mot champ, vous l'avez déjà entendu, par exemple on va parler de champ électrique, de champ magnétique, ou de champ gravitationnel. Alors c'est un mot qu'on emploie, par contre, savoir quelle est la signification physique derrière, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. Et donc on va aborder cette notion dans ce chapitre de champ, qui est fondamental ici en physique. Alors premièrement donc ça va être l'interaction électrostatique. Alors comment deux objets vont pouvoir interagir l'un sur l'autre par l'intermédiaire de forces électrostatiques? Eh bien pour cela ils vont devoir avoir des charges électriques. Ça paraît tout bête, mais c'est évident. Alors la charge électrique, ça fait partie des propriétés intrinsèques de la matière, tout comme par exemple la masse. La masse, si j'ai besoin de caractériser un échantillon de matière, eh bien je peux lui donner sa masse. Je peux aussi lui donner sa charge électrique. Sa charge électrique, elle va être portée par des particules qu'on va appeler élémentaires pour l'instant. En fait, elles sont pas tout à fait élémentaires. Si vous voyez ici, j'ai mis des petits guillemets. Les particules élémentaires en physique, ça veut dire les plus petites particules qui existent. Là, c'est pas tout à fait le cas. Alors ces particules, vous les connaissez, ce sont les électrons par exemple. Ce sont aussi ce qu'on appelle les protons. Alors, on va pouvoir noter ça dans le cours. Donc déjà, premièrement, la charge électrique. Donc la charge électrique est une propriété intrinsèque de la matière, au même titre que la masse. Elle est portée par des particules des particules qu'on va appeler élémentaires. Alors élémentaires, ça veut dire que c'est les plus petites particules qui existent. Alors je mets des guillemets parce que il manque un S d'ailleurs, particules élémentaires. Je mets des guillemets tout simplement parce que les vraies particules élémentaires en physique sont plus petites parfois, sauf pour une qui s'appelle l'électron, qui fait vraiment partie des particules élémentaires, mais vous verrez plus tard que par exemple les protons sont des particules qui ne sont pas élémentaires puisqu'elles sont composées de choses plus petites qu'on appellera plus tard les quarks. Donc par exemple l'électron ou le proton, et donc on va essayer maintenant de voir quelles sont les particules que vous connaissez, qui sont contenues à l'intérieur de l'atome, et quelles sont leurs charges. Alors les charges, ici regardez bien, alors j'ai les masses, ici j'ai une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, et ici j'ai à peu près les mêmes masses ici. Donc on s'aperçoit que là, dans les particules que vous trouvez dans le noyau, vous avez les protons et les neutrons, il y en a une des deux qui est le proton et l'autre le neutron, regardez bien ici, la charge elle est égale à 0, ce qui veut dire que la particule élémentaire qui est ici, c'est un neutron. Ce qui veut dire que l'autre est un proton. Et donc l'autre particule que l'on connaît nous dans les atomes, ce sont les électrons. Donc les électrons qui ont une masse bien plus petite que les protons et les neutrons, donc on peut remarquer ici électrons. Et donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que les neutrons sont neutres, par contre les protons et les électrons sont chargés. Vous avez donc deux types de charges, les charges positives, les charges négatives, l'électron est négatif, et la charge que l'on a ici, elle a une certaine valeur. Certaine valeur, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 pour le proton, et l'unité, c'est le C, c'est ce qu'on appelle le coulomb. Et donc pour l'électron, c'est la charge qui est opposée, c'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Alors cette charge électrique, comment va-t-on la noter? On va la noter par la lettre petit q. Donc Q minuscule, c'est comme ça qu'on va noter les charges électriques. Son unité, donc, c'est le coulomb. Donc coulomb, ça vient d'un physicien français. Donc symbole grand C, donc C majuscule, pardon, il y a un petit schmurz dans mon truc là, j'ai un problème. Alors, par contre, on va parler de charge électrique élémentaire, c'est-à-dire quoi? Justement, c'est la plus petite qui existe. Cette charge électrique, on va lui donner un petit nom, on va lui donner le nom de petit e. Donc petit e, ça va être la charge électrique élémentaire, et sa valeur, c'est justement celle du proton. Donc E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est la plus petite charge que l'on peut obtenir, qu'on peut obtenir. On ne peut pas avoir moins, ce n'est pas possible. Donc même pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un quark, les quarks ont des charges égales à un tiers ou deux tiers des fois de la charge élémentaire, mais il y a une raison à ce que l'on garde quand même cette charge électrique élémentaire étant égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, mais ça c'est une autre histoire.
Bien, alors maintenant, question, eh bien, comment fait-on pour obtenir ces charges électriques? Eh bien, on va réaliser ce qu'on appelle une électrisation, c'est le petit 2. Alors là, on verra des expériences en classe, où vous pouvez regarder sur Internet, il y a évidemment des expériences d'électricité statique, mais vous avez déjà tous, par exemple, eh bien, enlever un pull un peu en laine et puis vous prendre une décharge électrique, c'est tout à fait possible. Donc, eh bien, la première chose que je peux faire pour électriser un corps, eh bien, c'est le frotter. Donc, par frottement, eh bien, on peut électriser, on peut arracher des charges électriques à la matière par un autre morceau de matière. Ensuite, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux les toucher. Donc, si je les touche là, je vais pouvoir faire un transfert de charge électrique. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'électrisation par contact. Et puis la dernière possibilité, mais ça on verra les différences en classe, je ne détaille pas ici, eh bien ça sera la charge par influence. Alors par exemple, donc ici, imaginons que je prenne une boule chargée positivement et je l'approche d'une boule ici qui est neutre, donc qui n'est pas chargée. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que par influence, cette charge positive va attirer ici les charges négatives de ce côté-là, et donc comme votre boule à la base n'est pas chargée, eh bien ce qui va se passer, c'est que l'autre partie ici va se charger positivement de l'autre côté. Au global, cette boule reste neutre, il y a toujours autant de charges positives que négatives, mais localement, eh bien, vous allez avoir des charges qui vont apparaître ici. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler donc l'électrisation par influence. Elle se fait donc sans contact par rapport à l'électrisation par contact, évidemment. Alors, je détaille pas vraiment, c'est pas le plus important ici. Donc on va noter ça quand même dans le cours. Donc un corps peut être électrisé par frottement contact, il y a alors transfert de charge électrique, ou par influence et sans contact. Voilà, je vais pas beaucoup plus loin dessus, c'est pas le plus important. Le phénomène d'influence électrostatique ne modifie pas donc la charge totale d'un système isoélectriquement, mais modifie uniquement donc, eh bien, il y a deux fois uniquement, ça ne va pas. Donc la répartition des charges en sa surface. Voilà, tac. Et on va le remettre un petit peu mieux. Voilà. Bien. Voilà, alors ça c'était, on va dire, pas des rappels, mais des choses pas très compliquées. Maintenant, on va aborder véritablement les choses un petit peu plus difficiles, avec donc la modélisation par la force électrostatique, ce qu'on va appeler, nous, la loi de Coulomb. Alors, la loi de Coulomb, donc Monsieur Coulomb, c'est lui, c'est Charles-Augustin Coulomb. C'était un physicien français donc qui a travaillé donc sur eh bien les expériences d'électricité statique. Et donc, eh bien, il a inventé une loi qui s'appelle forcément donc la loi de Coulomb. Donc ça, c'était fin 18e, c'était en 1785 si ma mémoire est bonne. Alors, donc qu'est-ce qu'elle vous dit cette loi de Coulomb? Eh bien, elle vous dit que si je prends un corps qu'on va appeler A, de charge électrique, alors comment on va noter cette charge? Eh bien on l'a vu tout à l'heure, eh bien petit q, sauf que c'est la charge électrique du corps A, donc je vais mettre petit a en indice. Donc elle va exercer sur un corps qu'on va appeler petit b de charge électrique, cette fois-ci QB, donc j'ai marqué petit q indice petit b, donc situé à une certaine distance, qu'on va appeler donc petit d du corps A, eh bien une force électrostatique, donc cette force on va la noter comment? F pour force, et puis je vais rajouter moi un petit E en indice ici, pour dire que c'est la force électrostatique. Alors, cette force par contre, c'est une grandeur qui est vectorielle, donc on va rajouter ici une flèche sur eh bien, ce FE pour dire que c'est un vecteur. Alors, on va voir déjà deux choses, on va déjà premièrement savoir quelle est la norme de cette force-là, c'est-à-dire quelle est son intensité, donc c'est-à-dire sans la flèche, et puis ensuite on verra son expression vectorielle. Alors, dont la norme est quoi? Alors Monsieur Coulomb a montré que eh bien, cette force électrostatique, cette norme, alors par contre comme il s'agit d'une norme d'un vecteur, je ne mets pas la flèche, c'est donc ça va être un chiffre, et c'est un chiffre qui doit être positif, eh bien elle est égale à quoi? Elle va être proportionnelle à une certaine valeur, c'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre une constante, cette constante on va la noter petit k, qu'on va appeler ça, c'est la constante de Coulomb, donc une certaine constante, donc c'est une relation de proportionnalité, eh bien cette intensité, cette norme de la force électrostatique, elle est proportionnelle à quoi? Eh bien à la valeur des charges électriques, plus vous avez une charge électrique importante, plus cette force va être importante, donc ça va être proportionnel à QA ou QB, donc j'ai marqué fois QA fois QB, sauf qu'on a vu que, eh bien, comme les normes doivent être positives, les charges, elles peuvent être positives ou négatives, donc pour s'affranchir de ce chiffre négatif, on va rajouter ici une valeur absolue qui va nous permettre eh bien, d'enlever cette valeur qui peut être négative. Donc elle est proportionnelle aux charges électriques, et puis évidemment, plus vous allez éloigner les charges électriques l'une de l'autre, et plus cette force sera faible. Donc elle sera inversement proportionnelle, alors
on pourrait essayer de voir avec la distance. En fait, c'est pas la distance, mais c'est la distance au carré. Donc voici l'expression de la loi de Coulomb pour calculer la norme de la force électrostatique. Alors, attention aux unités. Donc QA et QB sont en coulombs. Donc ici, ce sont des coulombs. Donc symbole grand C. D, c'est une distance qui va se mesurer forcément en mètres, et enfin il faudra faire très très attention, puisque vous n'aurez quasiment jamais aucune distance en mètres, vous aurez des distances qui seront de l'ordre de millimètres, micromètres, nanomètres, etc. C'est tout à fait possible. Et K, eh bien K c'est quoi? C'est la constante de Coulomb, est-ce que je l'ai noté? Non. Donc étant la constante de Coulomb, donc la constante de Coulomb, et sa valeur, c'est quoi? K est égal, alors c'est facile, c'est 9,0 fois 10 puissance 9. Alors par contre l'unité, on peut la retrouver, si vous la mettez, on peut la retrouver d'ailleurs, on va essayer de la trouver tout seul. Donc en fait, si je mets le K de l'autre côté, donc si je passe le D carré de l'autre côté, et si je passe le Q à QB de l'autre côté, eh bien on va regarder ce que ça donne. Alors j'ai la force ici qui se trouve ce côté-là, donc ça vous donne FE fois D carré divisé par QA fois QB, eh bien en valeur absolue, eh bien ça c'est égal à votre cas. Alors si je passe en unité, eh bien la force ça se mesure en newton, les distances en mètres, donc ce sont des mètres carrés, et que je divise par des coulombs fois des coulombs, c'est-à-dire des coulombs carrés. Ce qui veut dire que votre unité de K, eh bien ça sera des newtons par mètre carré, des newtons, pas par mètre carré, excusez-moi, des newtons mètre carré, fois des coulombs puissance moins 2. Voilà. Donc cette unité n'est pas à retenir, même cette valeur-là n'est pas à retenir, elle sera toujours redonnée. Donc c'est newton mètre carré fois des coulombs à la puissance moins 2. Voici son petite unité. Alors, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Première chose, attention, puisque en mathématiques et la physique, on va pas toujours utiliser les mêmes notations. Ici, regardez bien, j'ai un vecteur FE ici. Si je veux calculer la norme, eh bien en mathématiques, j'aurais dû l'écrire de cette manière-ci, 2 barres, FE, avec la flèche ici, pour dire que c'est la norme du vecteur. En physique, en fait, pour écrire les normes, eh bien on enlève tout simplement la flèche, et quand il n'y a pas de flèche, on sait que c'est une grandeur qui va se représenter par un chiffre et pas par un vecteur, et donc ça va être un petit peu plus simple. Deuxième chose, donc cette expression permet de calculer la norme de la force électrostatique et donc doit être positive, d'où la valeur absolue. C'est pour ça que je mets une valeur absolue pour calculer la norme, on ne le fera pas après. Donc on va pouvoir noter donc doit être positive, d'où la valeur absolue. Autre chose à laquelle il va falloir faire très attention. Donc ici, c'est une norme, il n'y a pas de vecteur. Par contre, eh bien, les forces sont des grandeurs qui sont vectorielles, c'est-à-dire qu'il faudra mettre une flèche. Et l'expression vectorielle de la loi de Coulomb, elle, va faire appel à un vecteur ce qu'on appelle unitaire. Alors ça, vous ne le notez pas pour l'instant, je vais le rajouter ici. Mais en gros, ici, cette expression-là, si je rajoute ici un vecteur, eh bien, c'est pas possible que cette partie-là ne soit pas vectorielle. Un vecteur est toujours égal à un vecteur. Donc en fait, on va multiplier cette expression par un vecteur dont la norme est 1, puisque si vous savez que si vous multipliez quelque chose par un vecteur dont la norme est 1, ça va pas changer grand-chose. Et donc ce vecteur, on va dire que c'est un vecteur qu'on appelle unitaire, donc on va appeler U pour vecteur unitaire, et puis on va définir quelque chose, ici on va définir un sens, par contre on va définir par exemple le sens de A vers B, et ça c'est un vecteur. Et là maintenant mon expression, elle peut passer sous forme vectorielle. Si je mets une flèche ici, je suis obligé de rajouter ici ce vecteur unitaire. Alors par contre, autre chose, comme un vecteur peut être positif ou négatif, c'est pas une norme, je ne suis pas obligé de mettre cette valeur absolue qui va se retrouver ici. Donc cette valeur absolue ici, je peux l'enlever, et là dans ce cas-là, j'ai l'expression vectorielle de la loi de Coulomb. Alors cette chose-là, vous ne la notez pas, on va l'enlever, on va la réécrire correctement après. Donc j'ai pas la peine de la mettre ici. Tac, 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 tac. Voilà. Donc l'expression vectorielle de la loi de Coulomb fait intervenir ce qu'on appelle un vecteur unitaire. C'est quoi? C'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Donc unitaire, donc le vecteur dont la norme est égale. Noter par exemple, on va le noter U. Alors je vais peut-être changer de couleur, mettre en bleu. Donc, oups, viens. Hop, les bêtises. Donc par exemple, U de A
vers B, donc je mets une petite flèche vers B avec une flèche, c'est un vecteur, elle peut donc être, cette fois-ci, elle, positive ou négative, donc sans valeur absolue. Alors, on va la noter ici, donc, elle s'écrit, donc cette expression vectorielle, elle s'écrit donc f, alors vous attendez un petit peu parce que je vais rajouter des choses au fur et à mesure, avant de le noter, vous le noterez après. Donc fe égale, donc ici c'est une expression vectorielle, donc je mets une flèche, donc k fois, eh bien, qa fois qb, que je divise par d carré, fois, eh bien, ce vecteur unitaire, u de a vers b, avec ici une petite flèche. Alors par contre les forces ici, vous savez qu'on n'a pas appelé ça la force électrostatique pour rien, on a appelé ça aussi l'interaction électrostatique. Ça veut dire qu'en fait j'ai deux forces. C'est-à-dire que j'ai une force que va exercer A sur B et une force que va exercer B sur A. Alors on va dire que cette expression-là, eh bien c'est la force que va exercer A sur B ici. C'est comme ça qu'on le note, ça vous avez déjà vu ça en seconde, cette notation-là. Donc c'est la force électrostatique que va exercer A sur B. Donc elle est égale à quoi? K fois QA QB sur D carré fois le vecteur UAB. Euh, donc, par contre, maintenant, si je veux considérer la force que va exercer B sur A, alors comment est-ce que je vais la noter? Eh bien, je vais marquer donc force électrostatique que va exercer B sur A. Je n'oublie pas la flèche puisque c'est une grandeur vectorielle. Et donc, dans les interactions, vous avez peut-être dû voir l'année dernière, donc que, eh bien, un objet qui va exercer une force sur une autre, eh bien, l'autre objet va exercer exactement la même force, la même norme, par contre dans le sens opposé. Au point de vue des vecteurs, ça va se traduire ici par, eh bien, un moins. Donc, vous aurez forcément les mêmes normes. C'est pour ça que je n'ai pas noté ici f de a sur b, puisque en fait c'est exactement la même. Hein. La force que va exercer a ou b, eh bien c'est la même chose. J'ai juste qu'à inverser ici mes qa et mes qb pour avoir exactement la même expression. Donc j'ai pas besoin forcément de le noter quand je calcule la norme. Par contre pour les vecteurs, ah bah il y a une différence justement. Ça va être la différence de sens. Vous n'allez pas avoir le même sens. Donc ici ces deux forces, eh bien elles vont avoir la même norme, donc pas besoin de différencier, la même direction, ça c'est obligatoire aussi, par contre, auront des signes contraires, on dit qu'elles sont opposées. Alors, comment va-t-on faire pour pouvoir représenter eh bien, cette force électrostatique sous forme de vecteur? Ça va être eh bien, la représentation vectorielle. Pardon. Alors, on va distinguer deux cas. Si j'ai des charges qui sont de signes opposés, c'est-à-dire plus et moins ou moins ou plus, peu importe, et puis si j'ai deux charges qui sont de même signe, c'est-à-dire deux charges positives ou deux charges négatives. Alors, vous devez savoir que deux charges de signes différents, eh bien, vont s'attirer. Hein, plus et moins, ça s'attire. Donc, s'attire. Et deux charges de même signe, par contre, elles, eh bien, se repoussent. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire pour représenter? Alors, je vais prendre bien tout simplement deux charges. Alors, je vais peut-être grossir un petit peu pour être sûr d'avoir de la place. Voilà. Donc, je vais prendre deux charges. Donc, je vais les positionner en deux points d'espace. Je vais prendre ici un point A avec une charge de QA. Et je vais prendre, par exemple, ici un point B, donc de charge QB. Alors, je vais déjà premièrement tracer quoi? Eh bien, la droite d'action qui va passer par A et B. Donc, cette droite d'action, eh bien, je vais prendre la règle. Je vais essayer de faire ça correctement. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, tac. Et donc, la droite d'action, je vais plutôt faire des pointillés pour dire que c'est une droite d'action, que c'est pas une vraie droite. Hein. Donc, je vais faire des pointillés. Tchac, 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 tchac. Voilà, ça c'est fait. Je vais l'enlever. Ah, non, je vais la remettre. Donc, en fait, cette distance-là, eh bien, ça va être la distance D. Hein, je vais la noter D. De là jusque là. Alors, je vais enlever ça par contre maintenant. Donc, ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est ma distance D. Voilà, petit d. Alors, mon échelle, pour faire mon schéma, eh bien, je vais choisir mon vecteur unitaire, c'est-à-dire dont la norme est 1. Donc, je vais pouvoir le tracer. Alors, je vais le faire d'une autre couleur différente. Alors, moi, je vais le faire en orange, c'est bien. Et donc, ce vecteur unitaire, j'ai dit que c'était un vecteur dont la norme était égale à 1, qui allait de A vers B. Donc, qui va être comme ceci. Voilà, je vais l'enlever. Tac. Et ça, eh bien, ça, c'est mon vecteur unitaire que je vais appeler donc U de A vers B, et donc je sais que sa norme est égale forcément à 1. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça, celui-là? Donc là, sa norme, pardon, est égale forcément à 1. Alors, comme il s'agit de forces qui sont de signes opposés, ça veut dire que les deux forces vont s'attirer.
Ce qui veut dire que, eh bien, je vais avoir une flèche qui va aller dans ce sens-là, et une flèche qui va aller dans l'autre sens. Alors, imaginons que, par exemple, eh bien, la force soit égale à 2, eh bien, je vais faire une flèche qui va être 2 fois plus grande que mon vecteur unitaire. Voilà, donc ce sera pour la norme. Bon, là, on va pas s'intéresser véritablement aux échelles, je vais faire juste 2 flèches qui vont être, alors je vais les faire en rouge, je vais juste faire 2 flèches qui vont être donc de sens opposé, mais qui vont s'attirer, puisque ce sont des signes de charge opposés. Donc, je sais pas, je vais faire ici 2 cm par exemple, là, à peu près. Alors par contre, je vais faire ma flèche, mon point ici, ma flèche. L'autre, eh bien, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir la même droite d'action. Par contre, elle doit aussi avoir la même longueur. Alors je vais aussi faire exactement la même longueur que mon autre trait rouge tout à l'heure. Donc allez, on va faire ici cette longueur-là. Vous pouvez la faire peut-être un petit peu plus grande chez vous. J'ai pas fait assez grand, c'est pas très grave. Donc ici j'ai mon autre flèche qui va se retrouver là. Voilà. Donc là j'ai représenté mes flèches. Maintenant la question est de savoir si ce que j'ai représenté là c'est f de A sur B ou f de B sur A. Alors comment j'avais noté ça? Ah tiens, j'avais oublié de noter, je vais le renoter ici, c'est moi qui ai fait une petite erreur tout à l'heure. Donc ici c'est quoi? Ça c'est la force que va exercer donc que va exercer A sur B, et ici c'est la force que va exercer, toujours ER, j'ai du mal moi, B sur A. Alors, donc en gros, moi je veux représenter par exemple, on va se prendre ce cas-là, F de A sur B, donc ici c'est à vous de chercher quelle est la force que va exercer A sur B, est-ce que c'est la flèche rouge ici, ou est-ce que c'est la flèche rouge ici? Alors ce qui compte ici, c'est la force par exemple que va exercer A sur B, eh bien c'est le sur B qui va être important. Sur B, ça veut dire que c'est B qui va bouger. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien c'est celle-ci que je vais représenter. Donc ici, c'est la force, bon, je vais le faire en rouge. Donc la force électrostatique que va exercer donc A sur B. Je n'oublie pas la flèche puisque là je viens de tracer un vecteur, ce qui veut dire que par opposition ici, c'est la force électrique que va exercer B sur A. Voilà. Alors, on va faire la même chose cette fois-ci, mais pour les charges de signe contraire, pardon, les charges de même signe. Donc, on va refaire le schéma au départ. Alors, regardez bien, ça va être magique. Voilà, pour vous, c'est moins magique, mais voilà, vous devez le refaire, mais moi, c'est magique, c'est fait. Alors, en gros, ça va être la même chose, sauf que ici, comme les charges sont de même signe, eh bien, les biais de force vont se repousser. Donc, j'en vais avoir une de ce côté-là et une de ce côté-là. Donc, on va reprendre ma règle. Oh là là. Donc on va reprendre ma règle, voilà, je vais mettre là comme ceci, et donc je vais pouvoir tracer mes deux forces. Alors je vais refaire la même chose, donc la même longueur c'est pas mal, donc je vais bien me mettre par contre, zut, voilà, tac, je vais faire pour avoir la même longueur. Donc ici je vais avoir une flèche dans ce sens là, et une flèche dans l'autre sens qui doit faire exactement la même longueur que celle d'avant, et donc ici je vais avoir des flèches dans ce sens-là, et dans ce sens-là, ici. Alors, même question que tout à l'heure, où se trouve la force que va exercer A sur B? Ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, ça reste sur B. C'est donc ici la force électrostatique que va exercer A sur B avec une flèche. Et ici, c'est la force électrostatique que va faire B sur A avec une flèche. Voilà. Alors, dernier point pour cette vidéo. Alors, je sais bien qu'elle est un petit peu longue, mais tout va bien ensemble, donc je vais être obligé de la faire en une seule fois. Donc ça va être comparaison avec la force de gravitation. Donc vous avez déjà dû voir en seconde que la force de gravitation, eh bien finalement ça ressemblait beaucoup à cette loi-là. Alors en fait, si vous regardez bien, cette loi ici, cette norme de la force électrostatique, eh bien ça ressemble drôlement à ce qu'on a vu l'année dernière pour la force de gravitation. Sauf que ici, eh bien c'est pas un K, c'était un G, et là c'était pas les charges, eh bien c'était les masses. Mais finalement ça ressemble drôlement à ce que l'on vient de voir ici. Donc la loi de Coulomb, eh bien est une loi analogue à la loi énoncée par Newton, sauf qu'il lui il a fallu un petit peu s'entendre plus pour pouvoir la démontrer. Alors donc on vous dit donc un corps A de masse, on va dire ça MA, on va faire ça en bleu, pardon, donc MA, toujours M minuscule et A en indice, exerce sur un corps B de masse, eh bien MB, situé à une distance petit d du corps A, par la force de gravitation, donc cette fois-ci on va la noter F
petit g pour gravitation, et attention, c'est une flèche puisque c'est une grandeur vectorielle, mais la norme, elle, je l'écris sans la flèche, donc je vais noter fg, donc c'est la constante de gravitation ici qui s'appelle, qu'on va noter g majuscule comme ceci, fois ma, fois mb sur d carré. Alors ici, je ne mets pas de valeur absolue, évidemment. Pourquoi? Parce que les masses, elles, ne peuvent pas être négatives. Une masse est forcément positive. Donc ici, ma norme ici sera forcément positive. Alors, les masses ici sont en kilogrammes. Donc, kilogrammes. Symbole K minuscule, J minuscule. D, toujours, elle, en mètres. Petit m. Et G, elle, c'est la constante gravitationnelle, ou constante universelle gravitationnelle, peu importe. Donc gravitationnelle, et G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors on pourrait faire la même opération que tout à l'heure, je vais vous donner le résultat. Ce sont des newtons mètre carré, donc par kilogramme au carré. Alors, comment faire pour la représenter de manière vectorielle? Ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf que ici, je n'ai qu'un seul cas. Pourquoi? Parce que les masses sont forcément positives, alors que tout à l'heure, je peux avoir des charges positives ou négatives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre très rapidement le même schéma. Je vais prendre ici, eh bien, un point A, ici. Je vais prendre un point B, ici. Sauf que cette fois-ci, je vais dire que celui-là, il a une masse petit b, ici, il a une masse, ici, petit a. Je vais encore une fois tracer ma droite d'action, qui va passer par les deux points. Voilà. Je suis bien là, je suis pas trop mal. Je vais faire des pointillés. Voilà. Je vais définir mon vecteur unitaire. Donc je vais dire que c'est celui-ci par exemple. Donc ça va être donc le fameux U de A vers B. Voilà. Et je vais tracer mes forces. Alors mes forces ici, eh bien je vais les refaire en rouge, sauf que cette fois-ci, eh bien les forces sont forcément attractives. Donc je dois faire forcément une flèche comme ceci. Alors je vais faire la même longueur. Hein. Et ici, même chose ici, il faut que ce soit les deux traits rouges, il faut qu'ils soient exactement la même longueur. C'est obligatoire. Donc ici, ça va donc être comme ceci, comme ceci. Donc ici, c'est la force gravitationnelle que va exercer donc A sur B, hein, c'est la même chose que tout à l'heure, je mets une petite flèche. Et ici, c'est la force gravitationnelle que va exercer B sur A. Alors, là, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, c'est exactement la même chose, sauf que il y a un petit problème, c'est pour l'expression vectorielle. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. L'expression vectorielle, c'est quoi? Donc, la force gravitationnelle que va exercer donc A sur B. Hein, je mets une flèche parce que c'est un vecteur. Donc, ici, eh bien, ça va être G fois MA fois MB sur D carré. Encore une fois, je vais multiplier ça par mon vecteur unitaire. Donc, je vais dire que c'est U de A vers B. Mais regardez bien, il y a une petite chose qui va se passer qui est très... Oh, c'est pas bien fait. On va le refaire. Donc, il y a une petite chose qui va se passer. Regardez bien, donc, F de A sur B. F de A sur B, eh bien, il va vers la gauche. Et mon vecteur unitaire U de A vers B, il va vers la droite. Or, ici, ça, c'est forcément positif. Donc, comme c'est forcément positif, eh bien, il va me manquer un signe moins devant mon expression pour que mon expression soit correcte. Donc c'est ça qui va faire très attention avec l'expression vectorielle de la force gravitationnelle, puisque ici si je définis f de a sur b, et mon vecteur unitaire c'était u de a vers b, eh bien je suis obligé de mettre un signe moins. Si j'avais décidé, mais je peux le faire, hein, de faire un vecteur u à b, mais dans ce sens-là, hein, j'aurais pu, hein, j'ai le droit de le faire, dans ce cas-là je n'aurais pas mis de moins pour celle-ci. Par contre, si je veux maintenant garder cette expression-là avec le vecteur u de a vers b dans ce sens-là, je suis obligé de mettre un moins. Par contre, si je veux regarder la force gravitationnelle que va exercer B sur A, eh bien B sur A, eh bien c'est cette flèche-là. Donc cette flèche-là est bien dans le même sens que U A vers B. Je ne mets pas de moins ici pour cette valeur-là, c'est-à-dire que forcément ici, eh bien je vais mettre un moins à cet endroit-là.
puisque celui-ci, en fait, ça c'est positif, ça aussi, ça c'est positif, donc il faut bien que je mette un moins pour que ce soit égal ici, pour que j'ai le bon sens. Voilà, ça c'est la petite difficulté qu'on va avoir, ceci moins, quand est-ce que je mets, quand est-ce que je mets pas. Bah, si je regarde mes vecteurs, je m'aperçois que, eh bien, si c'est dans le même sens, eh bien, je mets pas de moins, si c'est pas dans le même sens, bah, je mets un moins ici. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie-là, je vous dis à bientôt, au revoir.